Libre Expression. Bonjour à tous chers auditeurs, aujourd'hui on a le plaisir d'avoir avec nous Jean-Gabriel Grélé qui a écrit le livre suivant, je vous donne le titre, Documents interdits, la fin d'un secret, des éditions d'Hervy. Alors je vous pose la question, sommes-nous seuls dans l'univers ? Alors je répondrai très volontiers à votre question par la négative. Non, nous ne sommes pas seuls dans l'univers. J'ai le plaisir de vous dire que nous n'en sommes pas réduits aux hypothèses. Déjà Fontenelle, dans l'entretien sur la pluralité des mondes possibles, supposait que l'univers était habité. Mais là, nous n'en sommes pas réduits aux suppositions. Nous avons, depuis la fin des années 80, mais en fait depuis un petit peu avant cela, dès la seconde moitié du XXe siècle, nous avions des documents qui ne sont pas absolument des preuves, mais des indications très fortes sur le fait que des interventions, des entrées de véhicules inconnus se produisaient, et ces véhicules ne pouvaient pas, pour certains, être de facture terrestre. Donc, si je ne peux pas vous répondre pour l'ensemble de l'univers, je peux vous dire que sur Terre, nous ne sommes pas seuls. D'autres que nous y utilisent une technologie et probablement derrière une science que nous ne connaissons pas. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en 2012, on a des preuves irréfutables que nous ne sommes pas seuls ? Alors, tout dépend ce que vous appelez preuve. Il y a des gens qui considèrent que finalement, la preuve n'existe pas. En effet, même en physique avancée, on a été amené à changer des théories, etc. Donc, on pourrait discuter très longtemps sur ce qui constitue une preuve. En ce qui me concerne, une déclaration officielle, un texte de loi, une synthèse, encore une fois, officielle, signée par des responsables, constituent des preuves. Or, ces preuves, nous en avons déjà depuis pas mal de temps. Mais, pour ne parler que de la France, nous avons la chance, aujourd'hui, d'avoir, j'en ai un exemplaire sous les yeux, d'avoir une note de service du secrétariat général de la Défense nationale. Ce secrétariat s'occupe de la sécurité informatique du Premier ministre et occupe d'autres fonctions. Et parmi ces fonctions, il y a l'attribution d'une habilitation OANI-OVNI. OANI, c'est objet aquatique non identifié. OVNI, objet volant non identifié. Si ce genre de document ne constitue pas une preuve, parfois c'est possible pour que certaines personnes rejettent cela comme preuve, mais je dois vous dire que d'après mon expérience, vous ne trouverez jamais quelqu'un qui promulguera un règlement ou un service officiel qui publiera un document sans avoir vérifié la matérialité de ce que ce document concerne. C'est vrai pour les lois, c'est vrai pour beaucoup d'autres choses. Et c'est vrai en particulier pour cette note de service. Donc je considère que cette note de service constitue une preuve. Alors, une preuve de quoi ? Une preuve de la matérialité d'engins inconnus qui se promènent sous les océans et d'autres. Donc, les premiers sont notés objets aquatiques non identifiés et les autres objets volants non identifiés. Pour moi, ce genre de choses constitue une preuve. Alors, je tiens à dire aux auditeurs de Radio Libre Expression que vous avez exercé la profession de pilote de chasse dans l'armée US. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre carrière de pilote ? Bien, volontiers. Je vais essayer d'être bref, bien que ma carrière ait été longue et se soit étendue sur 40 ans. Très jeune, j'ai fait partie de jeunes Français qui ont été formés aux États-Unis dans les écoles, dans les académies américaines, au sein de l'US Air Force, pour être les pilotes d'avions de chasse que les Américains nous avaient donnés. Ils nous avaient donné des avions de chasse pour découvrir que nous n'avions pas de pilote à mettre dedans. Donc ils ont décidé de former les pilotes, et j'ai eu la chance de faire partie de ces jeunes pilotes français, danois, belges, anglais, qui
ont été formés par les Américains. Même des officiers anglais étaient formés aussi par les Américains. Et donc, j'ai été formé à ce moment-là, et au moment de mon brevet, au moment où j'ai eu en poche mon brevet de pilote et mes ailes d'argent américaines, j'étais effectivement, au sein de l'US Air Force, un officier pilote qui jouissait exactement des mêmes privilèges que n'importe quel officier pilote aux États-Unis. Et ça veut dire l'accès à tous les documents classés secrets. Et parmi ces documents classés secrets, j'ai eu la chance d'avoir en main une des premières réglementations concernant les UFO, c'est-à-dire Unidentified Flying Objects. Ces objets volants inconnus, nous en avions parlé pendant le programme. Certains d'entre nous, moi je n'étais pas dans ce cas, mais certains en avaient vu. Et nous étions dans cette académie un samedi soir au moment du survol de Washington. C'était en juillet 1952 et nous avons donc en quelque sorte d'abord suivi à la radio et ensuite nous avons interrogé nos instructeurs militaires à ce sujet le survol de Washington par des engins inconnus qui manifestaient des caractéristiques tout à fait incroyables comme des accélérations énormes, des virages en épingle à cheveux, des arrêts brusques à haute altitude, etc. Là encore, on peut dire qu'on avait la preuve de la réalité de ces engins, puisqu'ils ont été d'un bout à l'autre, c'est-à-dire pendant presque une heure, suivis par 2 radars simultanément, plus les observateurs qui sortaient et qui vérifiaient visuellement qu'il y avait bien des objets lumineux qui se promenaient dans le ciel de Washington. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette curieuse manifestation, mais en tout cas, elle est connue par tous les ufologues. Est-ce que le fait de rapporter ce qu'on a vu en vol risque de porter préjudice à la carrière? Tout dépend comment on le fait. Si on se contente de faire son rapport sur en suivant une filière prévue par le règlement, en général, c'est confidentiel et nous ne risquions rien du tout. Maintenant, en tout cas, disons à partir de 1980, 1980 à peu près. Néanmoins, nous étions tenus vis-à-vis de la presse et vis-à-vis du public à un complet silence vis-à-vis de tout ce que nous pouvions savoir. Nous sommes une compagnie nationale et les commandants de bord en particulier, mais les pilotes qui sont des officiers, en fait des officiers civils, mais les officiers sont tenus à une confidentialité totale, et s'ils veulent prendre la parole sur un sujet, ils doivent demander la permission. Ça c'est clair et c'est net. Elle est parfois acceptée. J'ai un de mes collègues, le commandant du BOC, qui a fait une rencontre tout à fait stupéfiante au-dessus du territoire français, au sud-est de Paris. Et bon, il a vu quelque chose d'énorme. Il l'a décrit, il l'a rapporté publiquement avec l'autorisation de la compagnie Air France et exceptionnellement, les militaires ont même déclassifié l'enregistrement radar qui avait suivi cet engin. C'est-à-dire que cet engin avait été suivi par un radar militaire en même temps qu'il était vu par l'équipage qui avait décrit ce qu'il voyait au contrôle civil. Eh bien, cet incident fait partie des incidents tout à fait officiels et il n'a absolument causé aucun tort au commandant du BOC. Jean-Gabriel Grelet, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de phénomènes qu'avant? Alors, je suis complètement incapable de répondre sur ce sujet parce qu'il faudrait collationner tous les événements qui se produisent en France, par exemple, et je ne suis pas en mesure de le faire. Les seuls qui seront en mesure de le faire, c'est la gendarmerie nationale, et autant que je sache, toutes les informations qui lui sont données par les témoins, il y en a, sont classifiées pendant au moins 30 ans pour protéger l'identité justement de ces témoins. Et ça, c'est une procédure qui est parfaitement rodée. Si vous voyez quelque chose, vous allez voir la gendarmerie, mais par contre, si vous interrogez la gendarmerie, vous n'aurez pas de réponse, en général. Alors, il y a bien un service qui théoriquement est en contact avec la gendarmerie, qui s'appelle le GEIPAN, G-E-I-P-A-N. On savent peut-être un petit peu plus, mais
probable qu'ils aient la totalité de ce qui est observé. D'autre part, vous avez aussi les pilotes de chasse, les contrôleurs de la navigation aérienne, mais aussi les contrôleurs de la défense aérienne, qui, eux, sont en mesure, peut-être, de détecter des engins qui ne correspondent pas à des engins connus. Là encore, il est très peu probable qu'ils acceptent de vous parler. Mon impression, mais c'est plutôt en lisant les journaux et en écoutant les personnes qui font partie d'organisations ufologiques civiles, mon impression est qu'il n'y a pas énormément d'observations en ce moment, des observations de jour encore plus rarement, mais par contre, j'ai des contacts en Amérique du Sud, et dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, il y a des choses qui se passent. Je me souviens comme ça où un avion de ligne a été obligé de remettre ses gaz parce qu'un engin lumineux l'a empêché de se poser, et ce devant 200 ou 300 spectateurs qui étaient venus attendre les passagers. Ça se passait au pied de la Cordillère des Andes. Il y en a d'autres en ce moment, mais encore une fois, dans notre pays, il me semble, et ce n'est qu'une impression, qu'il y en a un petit peu moins. Dans votre livre, vous dites qu'il y a eu au Mississippi, le 11 octobre 1973, 2 ouvriers d'un chantier naval qui prétendent avoir été enlevés à bord d'un OVNI. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Une chose intéressante dans ce témoignage, c'est que Alan Hynek, qui était l'astronome appointé par l'US Air Force pendant la durée du projet Blue Book, Hynek avait retrouvé sa liberté, et il en a profité pour participer à cette enquête, et c'est lui qui a insisté pour qu'on prenne très au sérieux le témoignage de ces 2 personnes. S'il n'y avait pas eu la présence de Hynek, il est possible que ce témoignage aurait été plus ou moins sous silence. Et là, non, il n'a pas été passé sous silence. Maintenant, je dirais qu'il fait à peu près partie de tous les livres qu'on peut consulter sur le sujet. Est-ce qu'il y a beaucoup de témoignages comme ça de personnes qui ont été enlevées et qui ont vécu plus ou moins les mêmes choses? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, votre impression? Alors, il s'agira bien entendu et exclusivement d'une impression, parce que comme je vous l'ai dit au début de notre conversation, je m'intéresse aux preuves, je m'intéresse aux documents, je m'intéresse aux textes de loi, je m'intéresse au contexte politique qui accompagne différentes décisions, et relativement peu aux témoignages qui ne sont soutenus par aucun document. Or, il y a très peu de documents officiels concernant les enlèvements. Tout ce qu'on peut dire, vu de l'extérieur, et je considère que dans ce domaine, je suis moi aussi de l'extérieur, il y a, après un cas ou 2 qui ont été extrêmement bien enquêtés, il y a eu un grand nombre de personnes qui ont pensé avoir été enlevés par des êtres relativement petits, particulièrement hideux, qui ne se souciaient pas beaucoup de la douleur qu'ils provoquaient en faisant des examens plutôt poussés. Mais encore une fois, toute cette littérature, je ne la connais que comme lecteur. Je n'ai pas moi-même étudié en détail ce genre de choses. Bien que j'ai rencontré par exemple Marie-Thérèse de Brosse, qui semble en France s'y être intéressée. Moi personnellement, je ne suis pas une autorité du tout, en quoi que ce soit d'ailleurs, mais singulièrement pas dans ce domaine. Des personnes donc qui ont été enlevées et qui ont eu des implants. Alors, en ce qui concerne les implants, j'ai un petit peu plus d'informations. Parce qu'il se trouve, je ne le nommerai pas parce que je n'ai pas son autorisation en ce moment, mais c'est suivi effectivement en France par plusieurs personnes ayant des connaissances médicales. C'est tout à fait le cas aux États-Unis, et ces implants, quand on les a trouvés et extraits, on a beaucoup plus de caractéristiques que le fait qu'ils sont constitués de métaux inconnus. On a trouvé par exemple une espèce de trame de cellules qui empêche le corps de les rejeter, et qui fait même que cet implant est probablement reconnu par le corps humain comme faisant partie de lui-même, et donc il n'y a aucun phénomène de rejet, et on a retrouvé donc à la surface de l'implant
des trames tout à fait particulières qui simulent des cellules. Enfin, en tout cas, il semble bien que ces implants soient des corps non seulement étrangers, mais des corps complexes. Certains ont été examinés au microscope. Je n'ai pas tous les détails, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aux États-Unis en particulier, il y a des dizaines de personnes qui s'y intéressent et beaucoup d'entre elles sont des spécialistes pour les questions médicales. Vous qui avez côtoyé pendant longtemps l'armée, et surtout l'armée américaine, est-ce que vous pensez que l'armée cache des informations depuis plusieurs décennies? Bien entendu, je veux dire, l'armée cache, je dirais presque que c'est sa fonction de cacher des informations. Pourquoi? Systématiquement, tout ce qui pourrait renseigner un ennemi potentiel, par exemple, sur les portées, sur les capacités de notre armement, par exemple de nos radars, est systématiquement caché. Autrement dit, imaginons qu'il y a un radar militaire, peu importe son type, peu importe s'il est nouveau, s'il est classique, s'il est ancien, si un radar militaire détecte quelque chose, en général, le public n'en entendra pas parler, tout simplement parce que donner des détails sur ce que nos radars détectent renseignerait l'ennemi sur leurs capacités. Et parfois, leurs capacités sont surprenantes, et il faut évidemment pas que les ennemis potentiels s'y attendent. D'autre part, vous savez que tous les pays modernes sont sujets à des menaces terroristes considérables, et il est hors de question de donner la moindre information qui pourrait renseigner ces terroristes sur les moyens mis en œuvre pour se protéger contre leurs attaques. Donc, pour cette raison, à elle seule, pratiquement tout ce qui va concerner la défense aérienne va être classé au plus haut niveau et sera caché au public. Et bien entendu, si vous faites allusion à des engins qui, précisément, et ça nous le savons, ont des caractéristiques suffisamment extraordinaires pour qu'on ne puisse pas les confondre avec des avions de construction humaine, par exemple des vitesses très grandes à basse, par exemple capacité de voler à l'horizontale à Mach 5, chose que, à notre connaissance, aucun avion de construction humaine n'est capable de faire de façon soutenue. Toutes ces choses-là, on peut le savoir si c'est un avion civil, comme ça a été mon cas au-dessus de Détroit. J'ai réussi à mesurer la vitesse d'un engin qui me dépassait. Mais encore une fois, il était hors de question que je demande une confirmation par des radars militaires. Est-ce que vous voyez bien comment les choses... Donc, si le phénomène, appelons-le OVNI, pour simplifier, est détecté par nos radars, il est hors de question que ce fait soit de donner à la connaissance du public. Et encore une fois, je dis si, je n'en suis pas sûr. Tout à l'heure, Jean-Gabriel Grelet, vous avez parlé de ces apparitions d'OVNI au-dessus de Washington, c'est-à-dire carrément c'était au-dessus du Capitole ou de la Maison Blanche, si je me rappelle. Oui, très précisément, naturellement c'était des engins qui allaient très vite, donc en quelques secondes ils avaient parcouru des distances assez considérables, mais l'ensemble de Washington, c'est-à-dire en particulier la Maison Blanche, les deux chambres, la plupart des bâtiments administratifs et le Pentagone étaient à l'intérieur d'une zone absolument interdite au survol. Et ça, c'était une des premières choses qu'on étudiait en étudiant la navigation aérienne. Et la navigation aérienne, c'était l'existence de zones interdites. Et aux États-Unis, c'était la principale des zones interdites. Elle couvrait la Maison Blanche. Et c'est naturellement en plein milieu de cette zone interdite que les survols par des engins inconnus ont lieu. Oui, on peut dire que c'est pas le hasard évidemment, et que souvent il y a eu des apparitions aussi d'OVNI au-dessus de centrales nucléaires aux États-Unis et ailleurs. Est-ce que peut-être, c'est une supposition, ces OVNI, ces extraterrestres, voudraient nous faire passer un message comme quoi la Maison Blanche et les sites nucléaires sont une menace pour l'humanité? J'ai en ma possession
ont un document, qui est d'ailleurs un document déclassifié, c'est le rapport La Paz, qui est un rapport qui traite de 239 cas de survol, presque tous dans la région du Nouveau-Mexique et du Texas. Et quand on étudie d'un peu plus de survol, on s'aperçoit qu'ils sont concentrés sur 4 ou 5 zones et que toutes sont des zones qui contiennent des sites nucléaires. Initialement, il semble bien, et ça ce n'est qu'une impression en ce qui me concerne, il semble bien que ce qu'on a appelé à l'époque les disques volants ou les soucoupes volantes recherchaient quelque chose. Ils ont sillonné systématiquement les États-Unis, dans vraiment tous les États des États-Unis, entre mai et septembre 1947. Et curieusement, ils n'ont rien trouvé, semble-t-il. Ils n'ont rien trouvé. Et il faut attendre décembre 1948 pour que pour qu'on note le premier survol de Los Alamos. Los Alamos, chacun sait, abritait les installations du Manhattan Project, qui avait mis au point les bombes atomiques et qui se préparait à mettre au point la bombe à hydrogène. Et puis, dans les quelques mois qui ont suivi, toutes les zones atomiques ont été survolées. Il s'agissait en particulier de la base de Sandia, au Nouveau-Mexique, à côté d'Albuquerque, la zone de White Sands, où déjà les Américains essayaient les premiers vecteurs qui allaient devenir les fusées à longue portée, leurs fusées intercontinentales, avec la base de Holloman, qui était une base ultra secrète, et il y a eu aussi un survol de la base de Roswell. Ça n'a rien à faire avec ce qu'on appelle l'affaire Roswell, qui est censé s'être déroulé en 1947. Et là, il s'agit d'un survol de la base de Roswell, qui a eu plus de 200 personnes comme témoins. Et il faut savoir que la base de Roswell était tout à fait impliquée dans l'effort nucléaire américain, puisque elle contenait, c'était dès 1947, donc en 48-49, certainement elle en avait un peu plus, elle avait en 1947 6 bombes atomiques opérationnelles, prêtes à être lancées. Il fallait les mettre sur les super forteresses et de faire décoller. Donc, elles étaient détectables parce qu'elles se trouvaient probablement dans des hangars. Ce qui est plus curieux, c'est que un autre site, c'est le dernier, Fort Hood au Texas, a été lui aussi survolé. Or, un document du FBI datant de cette époque précise que dans ce centre se trouvaient stockées toutes les têtes atomiques opérationnelles, celles qui allaient par la suite être remontées sur les fusées intercontinentales. Alors là, on peut dire qu'effectivement, il y avait une menace implicite, mais la menace n'était pas de dire que les bombes atomiques sont dangereuses. Je veux dire, n'importe qui sait qu'elles sont dangereuses, et les êtres humains et les spécialistes américains, en particulier, n'avaient pas besoin que des extraterrestres viennent leur dire, vous savez, c'est dangereux ce que vous faites. Non, ça c'était hors de question. Par contre, le fait que toute leur base a été connue a certainement été ressenti comme une douche froide par les autorités américaines, qui se sont dit que leurs bombes atomiques et leurs installations atomiques dans leur ensemble étaient vulnérables. Je précise tout de suite, autant que qu'on sache, jamais la moindre attaque n'a eu lieu. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit effectivement d'un message. Nous savons où vous êtes. Nous savons où vous cachez vos bombes atomiques. Comme nous avons une technologie supérieure à la vôtre, vous pouvez imaginer ce qui vous arrivera si vous utilisez ces bombes atomiques, ou si vous les utilisez mal, en tout cas. Autrement dit, j'opte plutôt pour ce qu'on appelle une communication implicite, si vous voulez. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi quand il y a eu, c'est-à-dire ce tsunami au Japon qui a détruit cette centrale nucléaire, il y a eu un survol d'un objet volant non identifié. Est-ce qu'on peut dire que les ovnis, ils perçoivent les éléments, catastrophiques pour l'être humain à l'avance? Alors, je ne pense pas qu'il s'agisse vraiment de ça. Par contre, il était, et ça c'est un fait presque avéré, ne me demandez pas de vous fournir des preuves écrites trop vite, mais il est connu que, d'une façon générale,
nucléaire. En particulier, il y a eu des observations entre le Pakistan et l'Inde au moment où ces deux pays se sont dotés de l'arme nucléaire. Nous avons eu des observations, en tout cas si j'en crois certains ufologues du sud de la France, nous avons eu des observations au-dessus du plateau d'Albion à l'époque où il abritait nos fusées intercontinentales avec des tests atomiques. À chaque fois paraît-il, à chaque fois qu'un silo était ouvert pour le nettoyer ou l'aérer ou peu importe, immédiatement, en quelques heures, il y avait une apparition d'un engin volant particulier ou d'une lumière. Voilà. Donc, il semble bien, effectivement, et ça, on n'a pas besoin des extraterrestres pour nous le dire, que la menace atomique a constitué, en particulier pendant la guerre froide, mais constitue encore maintenant un des plus graves dangers qui menace, disons, l'environnement terrestre, la vie sur la Terre, et pas seulement la vie humaine, la vie de tout ce qui vit sur la Terre. Et je pense qu'effectivement, tout ce qui concerne l'industrie atomique, si elle n'est pas maîtrisée, s'il y a une catastrophe, qu'il s'agisse de Tchernobyl ou de celle qui vient de se passer, ou avant ça à 3 Mile Island, à chaque fois, il y a eu effectivement une observation d'OVNI qui semble bien indiquer que nos visiteurs sont tout à fait au courant des pires dangers qui nous menacent et il souhaiterait certainement que nous soyons capables de les maîtriser nous-mêmes sans leur intervention. Est-ce qu'on peut dire que ces ovnis s'intéressent à nous, à notre bien-être, ou plutôt ces phénomènes qui apparaissent au-dessus des centrales nucléaires sont là parce que ça peut les déranger à eux sur un autre plan? Alors, je vais vous répondre une troisième hypothèse que vous n'avez pas envisagée. Allez-y, je vous en prie. Je ne pense pas qu'ils soient seulement inquiets pour nous, parce que, après tout, d'abord, nous sommes relativement maîtres de ce que nous faisons, et quand il arrive une catastrophe comme celle de Tchernobyl, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on l'a bien cherché. D'un autre côté, je ne pense pas du tout que nos petits pétards atomiques gênent beaucoup nos visiteurs. Si nos visiteurs trouvent que les radiations augmentent ou qu'une guerre atomique commence, je suis sûr qu'ils ont les moyens d'aller au plus près sur la face cachée de la Lune et probablement ailleurs dans le système solaire ou rentrer chez eux. Non. Il y a une troisième hypothèse et je pense qu'il serait bon que nous y réfléchissions. Est-ce que nos visiteurs sont là pour nous protéger ou est-ce qu'ils sont là pour protéger l'environnement, c'est-à-dire toute la vie sur la Terre, tout ce qu'on peut appeler le biotope de notre planète, pour le protéger contre nous. Et si il s'avère que nous ne prenons pas les précautions nécessaires et que nous nous livrons à une destruction massive des espèces vivantes sur la Terre, il n'est pas totalement impossible que ce soit l'espèce humaine qui soit sacrifiée. Parce que, après tout, d'accord, l'espèce humaine est la seule espèce intelligente, entre guillemets, sur Terre. Mais si précisément, et nous en avons la preuve, le reste du cosmos est aussi peuplé, nous ne sommes pas la seule intelligence, loin de là, et peut-être pas la meilleure ou celle qui a les plus grandes qualités. Autrement dit, encore une fois, je pense qu'il faudrait très sérieusement se demander si nous avons besoin d'être protégés ou si c'est plutôt la nature, le biotope, les millions d'espèces vivantes qui existent, qui ont besoin d'être protégées contre nous. Et le cas échéant, est-ce que nos visiteurs ne seront pas capables d'intervenir pour nous empêcher ou limiter nos dégradations? Là, c'est une question que je me pose. Je n'ai aucune preuve dans ce domaine. Je ne sais rien dans ce domaine. Mais je me pose et je pose très sérieusement la question à vos auditeurs. Parce que souvent, on pense que l'être humain est au-dessus de toutes les espèces à tort. Finalement, en elle-même, toute espèce vivante possède un potentiel. Le fait que des millions,
plusieurs millions d'espèces vivantes existent sur notre planète. Il est possible que dans un rayon important, peut-être de plusieurs milliers d'années-lumière, notre planète abrite la plus grande richesse de vie et la plus grande variété. Encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse, mais ce sont des millions d'espèces vivantes qui existent simultanément, qui se développent simultanément sur notre planète. Ça fait peut-être de la Terre une richesse exceptionnelle. Parce que on peut toujours, si on dispose d'une grande quantité et d'une grande variété de génotypes, de types différents de gènes, on peut pratiquement imaginer tout reconstruire, y compris d'ailleurs probablement l'être humain. Alors que si on détruit peut-être des espèces relativement modestes, mais qui comportent des combinaisons de gènes importantes, on va détruire définitivement quelque chose. Et après tout, l'espèce humaine n'est qu'une espèce sur plusieurs millions. Et si, à cause d'elle, ces plusieurs millions d'espèces vivantes, différentes et variées risquent d'être détruites, eh bien, ma foi, je me demande s'il ne sera pas nécessaire l'espèce prédatrice qui est en train de tout casser. Espérons que l'être humain va évoluer aussi bien spirituellement, j'allais dire, et dans tous les domaines, afin d'avoir toujours de préserver cet équilibre et de penser aux autres espèces, et c'est évidemment là où il faut arriver. Oui, je vais, si avec votre permission, me poser à moi-même une question. Quel est l'effet le plus notable quand on réalise que nous ne sommes pas seuls et qu'effectivement, ces observations qu'on a réalisées, elles ont été analysées et nous sommes certains maintenant qu'elles constituent non pas une invasion, mais des incursions d'espèces ou d'une espèce ou de plusieurs espèces intelligentes qui sont dans notre environnement, tout en l'étant d'ailleurs de façon très discrète. Quel est le premier effet ? Je dois vous dire, il a été inattendu en ce qui me concerne. Dès que j'ai acquis cette certitude, je me suis posé une seule question. Si nous sommes entourés par des espèces intelligentes qui nous observent, quelle opinion doivent-elles avoir de nous ? Et là, j'ai rougi, tout seul, en reprenant l'histoire de l'humanité depuis qu'elle est notée, et en voyant que cette histoire est une histoire de meurtres, de crises, de crimes, d'occasions manquées, constamment. Et finalement, quand on se demande les décisions politiques importantes qui ont été faites par l'humanité et qui étaient, disons, vaguement positives, alors on se demande s'il y en a eu avant la création de l'Europe ou, disons, des Nations Unies. Avant ça, on observe que des manifestations d'égoïsme, de bêtise, de destruction, de crédulité et de fanatisme qui finalement amènent toujours à la même chose, des guerres, des destructions et des souffrances. Si seulement nous arrivions à nous persuader que, effectivement, nous en recevons des visites depuis certainement fort longtemps, que ces visites sont devenues plus nombreuses au moment où nous avons commencé à utiliser l'arme atomique, et que maintenant nous sommes sous haute surveillance, disons depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, je pense que nous devrions réfléchir à ça et moduler ou améliorer nos politiques au lieu de simplement entretenir des hommes politiques qui ne pensent qu'à leur réélection et à les petits avantages qu'ils vont pouvoir en tirer. Voilà. Mais encore une fois, ce n'est que l'opinion d'un béotien qui ne vaut pas mieux que celle des autres. Voilà. D'abord, il importe d'aborder ce problème, son état, de façon rationnelle. C'est-à-dire, autrement qu'à la façon d'une autruche qui se met la tête dans le sable et le derrière en l'air, en attendant que ça se passe. Ce
problème ne va pas disparaître parce qu'on évite d'en parler au public. Il est là depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, probablement depuis fort longtemps, mais on ne le savait pas. Mais en tout cas, il est devenu fondamental, très important, et historiquement très important, disons, dès 1946. Et puis à partir de 1946, on a des preuves. En 1946, on a des relevés radars, donc on a pu acquérir la certitude d'incursion étrangère. Encore une fois, je pense qu'il faut évaluer cette chose-là en mettant en balance le fait que, autant qu'on sache, il n'y a pas eu de guerre déclarée, il n'y a pas eu de destruction. Peut-être y a-t-il eu des enlèvements, peut-être y a-t-il eu des souffrances, peut-être même, qui sait, je n'ose même pas y penser, mais pourquoi pas, quelques cobayes, peut-être même quelques cobayes ont été sacrifiés, mais encore une fois, il me semble que ces ne soit pas très raisonnable, étant donné qu'il est possible déjà pour un être humain de connaître une espèce sans la couper en petits morceaux, simplement en l'examinant et en la regardant fonctionner, et je pense que c'est le cas pour nos visiteurs. Eh bien, ce qui manque actuellement, je pense, aussi bien aux classes politiques qu'aux populations du globe, c'est d'utiliser un petit peu plus leur raison. Abandonner ce qui flatte l'orgueil ou la vanité, abandonner aussi une partie des peurs, une partie de nos peurs sont irrationnelles, et essayer de fonctionner un petit peu plus comme des êtres humains que nous prétendons être, et je pense que nous sommes en fait potentiellement. En conclusion, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Eh bien écoutez, je crois qu'en conclusion, il importe, si nous voulons résoudre dans le futur les problèmes très graves qui s'opposent à l'humanité, il serait important et urgent que l'humanité se serve de son intelligence au lieu de se servir de ses peurs, de ses désirs, de son égoïsme et de son incapacité à s'entendre sur des objectifs intelligents. Et je pense que c'est ça le plus important. Et ce ne faisant pas, eh bien, ma foi, il nous arrivera peut-être ce qui est arrivé aux civilisations qui étaient déficientes, nous disparaîtront. Je vous remercie, Jean-Gabriel Grelet, d'avoir accepté de parler de votre livre « Documents interdits, la fin d'un secret ». J'ai été très heureux d'écouter vos questions et j'ai été très heureux d'y répondre avec mes faibles moyens. Et ne croyez surtout pas que je suis un expert en politique. Ça pourrait donner cette impression, ce n'est pas vrai du tout. Je ne suis pas du tout, je n'ai pas la moindre expertise en politique. Simplement, les remarques que j'ai faites m'ont paru être des remarques de bon sens, tout simplement. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci à vous. Au revoir, Jean-Gabriel.